Bonjour à toutes et tous. Donc je vous propose de commencer avec Madame Véronique Blanchard, qui est historienne, qui est responsable du centre d'exposition Enfants en justice à l'École nationale de la PJJ et qui va nous parler de l'histoire des mauvaises filles au XIXe et XXe siècle. Bonjour à tous. Il va falloir que je fasse un petit point technique pour arriver à vous mettre des images en même temps que je parle. Donc je fais ça en 30 secondes. Ça marche. Bonjour, merci. Merci beaucoup à l'association pour cette invitation. J'en suis fort honorée et aussi un peu émue. Donc je me lance. Je suis donc Véronique Blanchard. Je suis effectivement historienne, responsable du centre d'exposition Enfants en justice, qui est un service de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je suis aussi, dans un temps un peu plus éloigné, éducatrice. Donc c'est avec ces trois casquettes que je vais m'exprimer aujourd'hui, avec la casquette d'éducatrice, de formatrice de l'école et d'historienne. J'ai travaillé particulièrement et spécifiquement sur la délinquance et la déviance des filles. Il y a un ouvrage qui est paru suite à une exposition que nous avons présentée au centre d'exposition Enfants en justice à Savigny-sur-Orge, qui s'appelait Mauvaises filles et qui est devenu un ouvrage qui s'appelle aussi Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles, aux éditions textuelles. Et je suis aussi très heureuse de vous annoncer que ma thèse de doctorat en histoire sera publiée à partir du mois de septembre. Voilà, on va arrêter là pour la page publicité et on va rentrer dans le propos, c'est-à-dire qu'on m'a demandé d'intervenir ce matin sur la délinquance des filles et sur ses spécificités avec mon regard d'historienne. Alors, plusieurs questions se posent. Est-ce que réellement, il est possible de poser comme principe que la délinquance des filles n'est pas identique à la délinquance des garçons ? Est-ce que la différence ne réside que dans le fait que cette délinquance des filles est pensée comme spécifique ? Ou est-ce lié à l'infériorité numérique de la délinquance des filles ? Y a-t-il des particularités liées au sexe, à la construction sociale des identités, vous savez ce qu'on appelle dans notre terrible jargon scientifique le genre, dans le cadre judiciaire, y a-t-il véritablement une différence de cette spécificité liée à la construction sociale des identités ? Ce sujet, il faut le dire, pour l'instant, a peu intéressé les chercheurs, que ce soit les historiens ou les sociologues. Ils ont privilégié l'étude de la justice de la délinquance et de la justice des mineurs du côté des garçons. Les études, du coup, autour des filles sont très peu nombreuses. Et moi-même, qui travaille sur cette question depuis quelques années, je me suis réfugiée derrière le mot de déviance féminine juvénile plutôt que de brandir le mot de délinquance pour les jeunes filles. Comme nous avons l'habitude de le dire avec David Niger, qui est le co-auteur de Mauvaises filles, il semble qu'à travers l'histoire, on reproche aux garçons ce qu'ils font, tandis qu'on reproche aux filles ce qu'elles sont. Il est donc possible de poser l'hypothèse que d'une certaine manière, la délinquance au féminin n'existe pas, ou peu, parce qu'elle n'a pas encore été construite, pensée comme telle. Donc mon intervention se déploiera en 3 temps pour essayer d'interroger cette notion de spécificité, de différence, de différentiel entre les filles et les garçons, à la fois de manière diachronique, je suis historienne, et aussi de manière thématique. D'abord, essayer d'interroger le différentiel statistique du 19e, du 20e et du 21e siècle. Puis s'interroger sur ce qu'on appelle la différence de nature entre les filles et les garçons, entre les oies blanches et les mauvais garçons. Enfin, et c'est peut-être ça qui sera le plus difficile à faire ici devant vous, hommes et femmes de justice, essayer de réfléchir à l'existence ou pas d'une justice différenciée selon les sexes, des catégories pénales et des institutions qui vont prendre en charge ensuite les mineurs, eux. C'est comme un fait immuable, depuis toujours, il semble que les femmes criminelles, les femmes délinquantes, sont statistiquement moins nombreuses que les hommes. C'est donc, pour certains, un épiphénomène extrêmement peu intéressant.
Cesare Lombroso fait déjà cette constatation à la fin du XIXe siècle. Je le cite, « La délinquance des femmes de faible ampleur et de faible gravité ». Il va quand même y consacrer un ouvrage entier qu'il va intituler « La femme criminelle », où il expliquera que ce phénomène est tellement antinomique avec la nature féminine qu'elle approche la monstruosité, et c'est ce qu'on verra dans mon deuxième temps de développement. Alors, il faut reconnaître que depuis que la statistique judiciaire existe et que l'on sépare les faits commis par les hommes et ceux commis par les femmes, on observe une dissymétrie extrêmement importante, tant en France qu'aux États-Unis ou au Canada, tant hier qu'aujourd'hui, tant pour les majeurs que pour les mineurs. Ainsi, selon les ouvrages et les lieux de mesure, la police, la justice, les institutions carcérales, on a des femmes qui représentent en France entre 15 et 20% des crimes et des délits, ayant commis des crimes et des délits, et 2, 3, 4% selon les périodes de la population carcérale. En ce qui concerne les mineurs, j'ai étudié les chiffres des homicides sur la période 1950-1970. Il y a 191 garçons et 191 garçons et 48 filles de 13 à 18 ans qui sont impliqués dans des affaires criminelles sur ces 20 ans. C'est-à-dire un ratio, toujours 80-20%. En 20 ans, il y a donc seulement 239 mineurs qui vont être jugés pour crimes en France, soit une moyenne de 14 affaires criminelles par an. Et dans ces affaires criminelles, il n'y a 4 filles seulement impliquées. À la fin des années 90, selon une enquête de criminologie faite à partir des tribunaux pour enfants, les filles représentent 9,3% de la population délinquante des moins de 18 ans. Aux USA, les statistiques montrent que la proportion des garçons de moins de 18 ans arrêtés par la police est environ 4 fois plus élevée que celle des filles. Donc avec ces chiffres, pas de doute, les femmes, les filles, de par leur nature douce et docile, ont intégré de manière convaincante les règles de la société et sont donc très peu délinquantes. On ne va pas s'arrêter là. Premier bémol, ces chiffres émanent des instances normatives, de la police, de la justice, des institutions. Ils ne relèvent donc sans doute pas toute la réalité quotidienne des femmes et des adolescentes. Certains sociologues ont donc utilisé des méthodes d'auto-révélation pour voir si, quand on interroge les mineurs par des entretiens, en entretien, selon un système d'enquête, on va pouvoir avoir des éléments sur leur comportement et pratiques délictueuses. Ces enquêtes montrent qu'il y a véritablement des différences statistiques, mais qu'elles sont moindres que ce que nous donnent les instances de régulation. Ainsi, une enquête faite en Belgique ces dernières années montre premièrement qu'il existe des chiffres assez semblables pour la consommation d'alcool et de cannabis, autour de 60% pour les deux sexes. On remarque aussi que les filles et les garçons ont une probabilité comparable d'avouer avoir goûté à la drogue dure au cours de leur vie. Sur les faits commis, les affaires concernant les violences physiques restent une affaire de garçons, même en auto-révélation. 30% de bagarres du côté des garçons, 13% pour les filles. L'usage d'objets pouvant être utilisés comme armes, 23% de garçons, 7% de filles. C'est exactement la même chose pour ce qui concerne le vandalisme. En revanche, les filles sont extrêmement présentes pour le vol à l'étalage, 21% de filles, 18% de garçons. Il n'y a pas que le travail des sociologues, il y a aussi le travail des historiens qui permettent de nuancer les statistiques et de les affiner grâce aux archives et grâce aux catégories. Ainsi, à travers mes archives, si j'ose dire, avec des guillemets, c'est-à-dire les archives des dossiers du tribunal pour enfants que j'ai étudiés entre la période 1948 et 1958, je me suis rendu compte qu'en termes de délinquance, effectivement, c'est moins de 12% des filles qui sont présentées devant le juge des enfants. En revanche, si on prend l'ensemble des jeunes filles reçues en audience par le juge des enfants, tous motifs confondus, c'est-à-dire à l'époque l'ordonnance de 45, la protection en vagabondage et la correction paternelle, sur 1500 dossiers que j'ai consultés, plus de 500 concernent les jeunes filles. Il y a donc 30% de filles présentées devant le juge des enfants et prises en charge par les institutions de la justice, même si on n'utilise pas directement la catégorie de délinquante. On peut donc s'interroger sur le fait que si on ne parvient pas à compter de manière convaincante la délinquance féminine, c'est sans doute parce qu'on n'est pas capable de la définir correctement. Elle est mineure et on se contente d'en expliquer l'absence. Les femmes, les filles criminelles sont marginales. Du coup, c'est une problématique qui suscite peu d'intérêt, comme je vous l'ai dit en introduction.
Les écrits criminologiques classiques portent essentiellement sur la délinquance masculine. La délinquance des filles, si j'ose le dire comme ça, est abordée sous forme de parenthèses ou de notes de bas de page. Il apparaît que l'on questionne la délinquance féminine uniquement en la comparant à la délinquance masculine. On a donc éclipsé les filles lors de l'élaboration des théories d'explication de la délinquance. Il faut attendre ces dernières années, 10, 15, 20 ans, pour que des études voient le jour sur le sujet, essentiellement aux États-Unis et au Canada, à partir de mouvements féministes qui vont axer leur travail sur la volonté de trouver une nouvelle définition de la délinquance au féminin, et surtout la volonté de démontrer que la délinquance féminine est le résultat de l'oppression et de la domination faite aux femmes par les hommes, plutôt que des conséquences dues à des caractéristiques biologiques et psychosociales. Tentons alors de nous arrêter un instant sur les liens justement très forts et très permanents dans l'histoire entre nature et délinquance. Particulièrement, cette nature est convoquée du côté des femmes et des jeunes filles. Effectivement, dans l'histoire, la délinquance des femmes, des filles, n'est pas analysée dans son rapport au social. Les jeunes filles sont contrôlées, arrêtées, placées, beaucoup plus que par rapport à ce qu'elles sont que par rapport à ce qu'elles ont fait. C'est-à-dire que le taux de placement et le taux d'intervention est très fort et c'est souvent lié à leur comportement, je vais le dire comme ça, sexuel plutôt qu'à leur comportement délictueux. Cela se comprend facilement à travers l'histoire, si on reprend l'histoire de la place des femmes dans la société de ces dernières décennies. Les discours, jusqu'aux années à peu près 1970, sur les femmes et les filles, se centrent sur leur nature féminine. Les femmes, et je ne suis pas caricaturale quand je dis ça, c'est dans le discours la douceur du foyer, la pureté de caractère. L'objectif de l'éducation n'est pas de transformer les jeunes filles en travailleuses, ni en militaires, encore moins en citoyennes, et je ne vous rappellerai pas que c'est en 1944 que nous aurons le droit de vote. Il s'agit avant tout de mener les jeunes filles au mariage, de les transformer en futures épouses et en futures mères. Il faut, et on le répète encore largement dans les années 1920 et après la Seconde Guerre mondiale, sauvegarder la morale de ces adolescentes, préserver leur virginité. Elles sont et elles doivent être dans l'ignorance totale de leur sexe et de leur corps. Il y a une très forte importance de la décence, du fait qu'on doit mettre par exemple des gros collants sous ses jupes, on doit se laver en chemise. Il y a une honte du corps qui est extrêmement présente dans toute cette histoire. On ignore bien sûr la question de l'éducation sexuelle et c'est au mari, souvent lors de la nuit de noces, d'informer sa femme sur ce qui l'attend. Je vais le dire comme ça. Les jeunes filles doivent impérativement, et c'était un mot très important à l'époque et qu'on a beaucoup utilisé lors de l'exposition Mauvaises filles, les jeunes filles doivent rester des oies blanches. D'une certaine manière, c'est ces qualités qu'il faut développer, mais elles sont innées. C'est inné au genre, à la nature féminine. Et donc, en découle, bien sûr, l'idée que la femme est non criminelle par essence. La seconde moitié du XIXe siècle va voir la montée des sciences criminelles avec une volonté de mesurer, de répertorier les criminels, et ça va toucher, bien sûr, fortement aussi la question de la population féminine. Les premiers criminologues vont expliquer qu'il y a une différence, je le redis parce que c'est important, ils l'écrivent beaucoup, ils le répètent aussi eux beaucoup, une différence de nature. La femme criminelle est différente de l'homme criminel au vu de ses nombres et au vu de ses agissements. Et on va avoir par exemple César Lombroso qui va faire des planches de femmes criminelles dans son ouvrage que je vous ai cité tout à l'heure, qui paraît en 1896, et qui va expliquer que la femme normale, la femme normale est de toute façon inférieure à l'homme. Parce que la femme descend de la femelle et que le mâle est supérieur, c'est bien sûr évident, de la femelle. Donc il explique que la femme est plus infantile que l'homme. La taille, le poids, le défaut de poils sur le visage, la longueur du tronc sont là pour l'affirmer. Cet infantilisme s'étend encore aux fonctions, à la circulation, aux sécrétions, à la force. Les femmes sont faibles, les femmes sont moins fortes. Il est donc assez normal que les femmes ne soient pas criminelles. Quand elles le sont, alors c'est un peuple étranger, très proche, dit M. Lombroso, le docteur Lombroso, de l'animal. Il y a pour les femmes criminelles le sentiment qu'elles sont entre l'animalité et la folie, et
qu'il y a donc des caractéristiques physiques qui vont montrer cette animalité et cette folie. Elles ont, par exemple, une sensibilité sexuelle très différente de la femme dite normale. Elles sont particulièrement sensibles pendant les menstruations, et on va expliquer que, par exemple, les vols dans les magasins sont plus nombreux lors des règles des femmes que hors de leurs règles. Et puis, c'est assez évident, dit Lombroso, on peut repérer la femme criminelle puisqu'elle a la voix plus rude, le poil plus abondant, le col plus fort que chez la femme normale. Méthode d'identification extrêmement pertinente. Voilà. Ça nous fait sourire, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans ce cœur du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça va bien sûr, d'ailleurs, perdurer pendant une bonne partie du 20e siècle. Les mots changent, mais avec la justice des enfants des années 50, ce sont toujours les comportements, surtout sexués, des jeunes filles qui troublent l'ordre public. Leur délinquance n'est pas perçue, je le redis, c'est leur perversité qui intéresse. Ainsi, au cours des années 50, au milieu des années 50, certains actes définis comme délictuels pour les garçons, par la justice, par le juge des enfants, sont désignés comme débauche et dépravation pour les filles. Je vous donne un exemple. Dans les archives, on trouve, par exemple, un couple qui va voler une mobilette. À l'époque, on vole beaucoup les mobilettes. Donc, le couple vole la mobilette. À la lecture du dossier, il n'est pas très clair de qui est l'instigateur de ce vol de mobilette, de qui est à l'initiative de ce vol de mobilette. En tout cas, ils ont tous les deux volé la mobilette, ils sont tous les deux sur la mobilette quand ils se font arrêter. Le jeune homme va être poursuivi pour vol, la jeune fille pour mauvaise fréquentation. Voilà, la mauvaise fréquentation, c'est pas dans le code pénal, donc elle va passer du côté de la protection et du vagabondage. Mais voilà, un même délit, un voleur, une jeune fille à protéger dans le cadre d'une éventuelle fugue. En tout cas, c'est cette catégorie-là que le juge des enfants va utiliser parce qu'on a en tête que les jeunes filles, ça ne vole pas, ça se suicide, ça se prostitue, ça fugue. Et c'est ces catégories-là qui sont utilisées pour les jeunes filles. Pendant longtemps, le sexe faible, comme on l'a appelé, n'a pas eu donc beaucoup de place non plus dans la sphère publique. Et il semble que finalement, cela a peu bougé. On pourra en reparler ensemble. Les 40 années qui viennent de passer ne suffisent pas à inverser la tendance. Encore aujourd'hui, dans le discours des travailleurs sociaux, dès qu'il est question des filles, on évoque le corps, l'intime, la séduction. Là, encore, le corps, la mode, les vêtements ne sont jamais vus comme une construction sociale, mais comme des éléments de la nature féminine. La délinquance des filles est sans cesse renvoyée à la sphère privée, au domaine du corps, de l'intime. En bref, la délinquance des filles n'est pas un phénomène social, au même titre que celle des garçons. Pour conclure la partie, on peut dire donc que les filles apparaissent peu dans les chiffres de la délinquance, non pas parce qu'elles sont biologiquement plus douces et plus dociles, enfin vraiment ça je n'y crois pas un instant, que les garçons, mais bien parce qu'elles n'ont pas de place là où se déroulent les délits, sur la voie publique, enfin très peu, et que de toute façon les instances régulatrices, ça c'est très vrai pour le 19e siècle, ce que je viens de dire, et que de toute façon les instances régulatrices ne s'inquiètent pas de leurs délits, mais bien plus de leur non-conformité aux normes de genre, c'est-à-dire aux règles imposées à leur sexe, à savoir leur conduite et leur sexualité. Alors, on va pouvoir passer à ce point important d'une justice différenciée, c'est-à-dire que vous êtes plus que moi encore en accord avec l'idée que la justice est la même pour tous et qu'elle doit être appliquée de la même façon pour tous. Et j'ose, dans cette belle salle, exprimer quelques doutes en ce qui concerne l'application de la justice pour les filles et pour les garçons. Je pense pouvoir démontrer à travers mes travaux historiques que l'application de la loi n'est pas exactement la même quand on a en face de soi un ou une prévenue. Reprenons rapidement le cadre de la loi des mineurs au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et ses spécificités liées aux jeunes filles. Je ne reviendrai pas
vous êtes de trop éminents juristes pour que je revienne sur la question du discernement, du non-discernement, du Code pénal de 1810, des articles 66 et 67, mais par contre, je reviens un instant sur la question de la correction paternelle et sur la question de la protection en vagabondage. La correction paternelle est une loi qui a été fort utilisée par la justice des enfants entre 1804 et 1958, au titre 9 de la puissance paternelle. On ne le sait pas toujours, mais il faut attendre 1958 pour que les magistrats de la jeunesse n'usent plus de ce droit de la correction paternelle, qui est un droit au départ donné au père de famille qui, s'il a de graves mécontentements vis-à-vis de son enfant, peut demander l'intervention de la justice et le placement de l'enfant. C'est une loi extrêmement utilisée au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Les juges des enfants du tribunal pour enfants de la Seine, en 1945, ont la compétence en termes de correction paternelle et vont l'utiliser de manière importante pour les jeunes filles. Il y a toujours eu une surreprésentation des filles par rapport aux garçons dans le cadre de cette correction paternelle. Une jeune fille qui sort sans l'autorisation de son père, qui ne donne pas son salaire à ses parents, etc., sont des motifs suffisants pour demander à la justice des enfants un placement dans le cadre de la correction paternelle. L'autre loi, donc, et là on a massivement une interprétation de cette loi du côté des jeunes filles. On peut imaginer par exemple que la jeune fille, là je n'ai plus en mémoire, mais que la jeune fille qui a volé la mobilette, le juge des enfants, et ça lui arrive, va convoquer les parents et proposer une correction paternelle, proposer qu'ils demandent une correction paternelle, puisqu'elle traîne avec des garçons, c'est les mots qu'on utilise à l'époque. Deuxième catégorie extrêmement utilisée du côté des filles, le vagabondage. Comme vous le savez, le vagabondage en France est un délit pour les mineurs et les majeurs à partir du Code pénal de 1810. Il reste un délit pour les mineurs jusqu'en 1935, et en 1935, on transforme le délit de vagabondage des mineurs en protection en vagabondage des mineurs. Tout enfant étant sans domicile et sans travail peut être considéré comme un vagabond. À partir de 1935, il faut alors le protéger, et de nombreuses jeunes filles qui pourtant travaillent et qui pourtant ont un domicile, si elles sont arrêtées, par exemple, au bal du 14 juillet et qu'elles sont rentrées un peu tard, peuvent être, une fois présentées au juge des enfants, considérées comme des vagabondes qu'il faut protéger, c'est-à-dire, la plupart du temps, enfermées. Il y a, et là aussi, vous l'avez vu très vite sur mon tableau tout à l'heure, il y a une surreprésentation des jeunes filles par rapport aux jeunes garçons. La sensibilité par rapport à la présence des filles dehors, dans la rue, dans les cafés, le soir, est extrêmement sensible, est extrêmement forte. La sensibilité est extrêmement forte, beaucoup plus forte pour les jeunes filles que pour les garçons. On considère qu'il est totalement légitime pour un jeune garçon de 17 ans dans les années 50 d'être dehors ou d'être au café. Partout, on sent, c'est un mot fort que j'emploie, mais je pense qu'il est juste, la peur du sexe dévoyé, de la concupiscence. Ces idées sont toujours fortement présentes dans les années 60 à l'éducation surveillée. Et par exemple, dans un rapport annuel de l'éducation surveillée en 1962, on lit « Pour beaucoup, le centre d'intérêt est de plaire à l'homme ou aux hommes, tout tourne autour de leur sexualité ou de leur affectivité ». Il s'agit d'un numéro réservé à la question de la délinquance des filles. Ce sont les fréquentations des filles qui dérangent, leur envie d'aller au bal, je l'ai dit, leur possible dévergondage. On parle de filles perdues. D'ailleurs, si on n'a rien à reprocher à un moment T à la jeune fille, le risque de la prostitution plane pourtant continuellement. Ainsi, un grand expert psychiatre que vous avez peut-être croisé dans vos lectures, le professeur Heuyer, qui est à l'origine de la pédopsychiatrie en France, écrit en 1950, dans une expertise qu'on lui demande sur une jeune fille, « Malgré son jeune âge, elle est un peu chef de bande. Elle a vécu dans une famille dissociée et a eu déjà une vie assez accidentée. Il est pourtant assez remarquable que malgré les occasions, elle soit restée vierge. Elle garde d'ailleurs un certain sens moral. Si on la laisse en liberté, elle ne tardera pas à devenir une prostituée au cours de ses fugues et de ses vagabondages. Il faut donc l'enfermer. » Il faut souligner que fréquemment, les jeunes filles victimes de viol deviennent des coupables d'outrage aux bonnes mœurs.
hein, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a vraiment quelque chose aussi d'une non-reconnaissance totale des victimes de viol, des jeunes filles extrêmement... C'est très... impressionnant de voir que certaines jeunes filles vont confier lors de leurs interrogatoires, leurs interrogatoires, que ce soit devant le juge des enfants ou à la police, des scènes de viol ou des scènes d'inceste, et que ces éléments sont notés dans les dossiers mais absolument pas pris en compte, ou au contraire pris en compte, mais de manière pour montrer la culpabilité de la jeune fille dans ces situations-là. Le sentiment de la nécessité d'un contrôle des pratiques sexuelles est totalement... il y a un accord, excusez-moi, entre les juges et les pères dans cette volonté du contrôle des pratiques sexuelles des jeunes filles. La réponse principale que la justice va donner à la méconduite des jeunes filles, c'est l'enfermement. Des milliers de jeunes filles, des dizaines de milliers de jeunes filles vont être enfermées par la justice au nom d'une double volonté, comme l'écrit l'historienne Michèle Perrault, de les protéger d'elles-mêmes et de s'en protéger. Il va y avoir en France un monopole des congrégations religieuses avec un enfermement monacal et carcéral des jeunes filles à partir du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1970. Il faut quand même avoir en tête que la mixité dans les institutions de la justice en France est extrêmement tardive. Elle n'apparaît presque que par accident au milieu des années 1980. Comme le disait Michel Foucault, l'internement est ainsi 2 fois justifié dans une indissociable équivoque à titre de bienfait et à titre de châtiment. Les bons pasteurs sont au départ une solution qui semble extrêmement audacieuse. Il s'agit paradoxalement de mettre dans un même lieu le vice et la vertu. On pouvait, et certains parlementaires se sont demandé, dans quel sens irait la contamination. La véritable maîtresse d'œuvre, je vais aller un peu vite parce que je crois qu'on n'a pas... Le temps nous est compté, donc je vous dis juste le nom de la grande fondatrice des Bons Pasteurs. Elle s'appelle Marie-Euphrasie Pelletier. Elle va créer le premier Bon Pasteur à Angers en 1831 et ensuite elle sera à la tête, j'ose le dire, d'un véritable monopole, d'un empire, puisqu'en 1940, il y a 353 monastères du Bon Pasteur en Europe, 10 000 religieuses, 3 000 madeleines et 52 000 jeunes filles placées dans ces institutions dans toute l'Europe et un peu aux États-Unis. La vie dans ces institutions sont rudes. On peut parler d'humiliation, de vexation, d'une discipline de fer. Il est clair que l'idée de pécheresse perdure. C'est celle-là qui l'emporte. On est sur un modèle très monacal. Silence, solitude, recueillement et disciplinaire. Il n'y a aucune intimité. La permanence des activités au sein des institutions avec une surveillance des corps extrêmement importante. On a très peu d'images sur les bons pasteurs parce que les archives, pour l'instant, sont peu accessibles. En revanche, voilà, je vous en donne pour vous montrer à quel point c'est très imposant et important. Il y a 200, 300, 400 jeunes filles qui peuvent être enfermées en même temps dans un bon pasteur pour des placements extrêmement longs. On y rentre à 12, 13, 14, 15 ans et on en sort à 21 ans. Donc c'est des placements véritablement très long, avec beaucoup de religieuses qui ont fait un 4e vœu, qui est de se charger des jeunes pénitentes. Et puis on a beaucoup plus de documents sur les écoles de préservation, qui sont le pendant public et laïque des bons pasteurs. Il y a à peu près 100 bons pasteurs en France pour 3-4 écoles de préservation, si on se situe dans les années 1920-1930. Mais dans les écoles de préservation, on a beaucoup plus d'archives, puisqu'elles sont gérées par l'administration pénitentiaire. Je ne commente pas le fait qu'elles s'appellent des écoles de préservation. Et donc, vous avez des institutions extrêmement austères, où les jeunes filles vont travailler sur des tâches féminines. On n'est pas là pour les former à un métier, mais pour leur donner des activités, cuisine, buanderie, couture, dans un climat fort disciplinaire. Alors, le principe est simple, toutes ces filles sont des prostituées en puissance, elles doivent oublier qu'elles sont des femmes, tout est centré sur la discipline des corps. Il y aura une campagne de presse contre les bagnes d'enfants du côté des garçons, il y aura des tentatives de réforme pour les institutions de garçons dans les années 30, entre deux guerres. En revanche, il ne se passera rien du côté des filles et il faudra attendre 2-3 décennies pour que l'on évoque la question des filles et de leur institution.
On pourrait imaginer qu'avec l'ordonnance de 1945, cela change, mais il faudra en fait réellement attendre les années 1970 pour que du côté des filles, la déviance ne rime plus uniquement avec sexualité et péché. Tout, et je le redis, hein, mais ça me semble très important, ce sont des femmes, c'est leur corps qui les gouverne, elles ne sont plus pures, il est nécessaire de les protéger d'elles-mêmes. Et dans les années 50, on en est à peu près au même point que 100 ans auparavant, puisqu'une jeune fille normale est censée docilement se préparer à devenir une mère de famille. Tout débordement est encore signe de déviance, car comme le dit une spécialiste de l'époque, et là je cite une travailleuse sociale qui a écrit dans une revue spécialisée de l'époque dans les années 50, « La jeune fille dissociale constitue dans la société un être sinon directement dangereux, du moins gênant. La dissociale se heurte à des difficultés que d'autres ont surmontées facilement. Elle s'obstine, là où pour une jeune fille normale, la soumission et l'adaptation sont choses entendues. » Les pratiques vont changer dans les institutions de la justice des enfants, en tout cas sur le papier. Et vous avez là des images d'une institution qu'on appelle un IPES, Institution publique de l'éducation surveillée, qui ouvre en 1947 à Brécourt et qui est véritablement un modèle dans la réforme de la justice des enfants d'après-guerre. L'idée, on confie ça à une chef scout, mademoiselle Ril, qui est aussi psychologue, et l'idée, c'est qu'on va enfin reclasser de manière parfaite les mineurs inadaptés. On ne parle pas de délinquantes, on parle de mineurs adaptés. On va leur offrir une formation professionnelle dans une ambiance générale, saine, heureuse, gaie, avec un système familial, et on va prendre en compte la psychologie des adolescentes. Ça, c'est sur le papier, parce que dans la pratique de Brécourt, on va rester dans l'idée que ce sont des vagabondes, des prostituées, des voleuses, et qu'elles sont coupables. Une dernière citation, dans 95% des cas, dit mademoiselle Ril, la personnalité des filles se caractérise par la tendance à la paresse, à la vie facile, le penchant à la débauche, par goût comme moyen, l'ignorance des valeurs, la faiblesse de la personnalité. Voilà. Alors même qu'on est en train d'expliquer qu'on va rénover la pratique et la rééducation des filles. Il faut dire qu'à Brécourt, j'ai encore un... Je ralentis alors, tout va bien. Je pensais aller plus vite pour Brécourt, mais du coup, je vous explique parce que ça me semble très important. Dans ce nouveau lieu qu'est Brécourt, où on met en avant l'idée qu'on va former ces jeunes filles, qu'on va les installer, comme vous le voyez, hein, dans une ambiance familiale plus individuelle. Donc les groupes de jeunes filles prises en charge par une éducatrice sont des groupes de 10-12 jeunes filles. Elles ont des chambres individuelles, il y a un grand parc et elles ont un certain nombre d'activités. Mais très vite, la question centrale du fait que ce sont des filles va prendre le dessus sur les objectifs initiaux et on est toujours dans une peur très importante de leur corps. Donc tout est chronométré à la minute près. À chaque activité correspond une horaire. On veut un temps intégralement utile parce que l'oisiveté est un vilain défaut et qu'à Brécourt, c'est considéré comme une plaie. Il faut l'éviter de manière absolue. Les filles doivent être occupées toute la journée car les heures creuses sont anti-éducatives et en plus elles sont même dangereuses pour un internat public de l'éducation surveillée. Elles ne doivent pas avoir le temps de penser. Les sorties en ville sont bien sûr totalement exclues. Il y a quelques sorties organisées avec les éducatrices, mais de manière fort rare. Comme l'a écrit une des premières personnes à avoir travaillé sur la prise en charge des filles, Béatrice Coppel, une ancienne psychologue de l'éducation surveillée, tout était pareil que dehors, mais rien n'était semblable. On tente d'effacer un maximum la féminité de ces jeunes filles. On leur retire leur identité et pour ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans Les Bons Pasteurs. Rentrer à Brécourt, c'est un peu comme rentrer dans un moule ou dans un monastère et on n'est pas très loin finalement de ce qui se passe derrière les murs des Bons Pasteurs. Brécourt n'est pas unique en son genre et à travers les archives du tribunal pour enfants, on se rend compte voilà, ça c'est d'autres photos de Brécourt, que les Bons Pasteurs tentent aussi de se réformer, mais que les mêmes choses que précédemment s'y déroulent, même si elles font la une des magazines féminins pour montrer qu'elles ont tenté une réforme.
Pour finir, je vais prendre quelques instants pour vous parler de l'après 1970, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, la montée des féminismes. Est-ce une libération pour les jeunes filles de justice ? À la fin des années 1970, tout change à l'éducation surveillée pour les filles. Le féminisme arrive dans l'institution. Du coup, il n'est plus question de faire de différence entre les sexes. On passe quasiment du jour au lendemain du corps honteux au corps victorieux. Au milieu des années 70, c'est le tout savoir sexuel. Si on reprend le tout premier moment de mon exposé, les choses s'inversent littéralement. Avec les années féministes, on repense la place des femmes dans la société et donc les nouvelles mères souhaitent une contre-éducation pour leurs filles. À partir de 1973, l'éducation sexuelle, comme vous le savez, s'invite dans les manuels scolaires en sciences naturelles. Et là, je ne peux résister à vous montrer un extrait du manifeste du docteur Carpentier en 1973 qui appelle les jeunes à apprendre à faire l'amour. Je vous laisse déguster. C'est donc un manifeste qui va être distribué à la sortie des lycées suite à la demande de lycéens au docteur Carpentier d'avoir enfin des mots vrais autour de la question de la sexualité. Le sexe féminin sort de l'ombre, les jeunes filles doivent se connaître, le sexe a ses lois, son temps, ses ressources, son point culminant, comme l'écrit l'historienne Madame Knubiller. La sexualité, en quelques années, n'est plus un péché, bien au contraire. Les règles, je la cite toujours, ne sont plus une souillure, mais un heureux événement et la promesse de la maternité. Les filles apprennent à aimer leur sexe et en être fières. Un ensemble, comme vous le savez, de textes législatifs accompagne cet nouvel état des choses. Contraception gratuite dans les PMI pour les mineurs, loi d'interruption volontaire de la grossesse possible pour les mineurs avec l'accord des deux parents. Et ça, bien sûr, ça lie avec un nombre de slogans très importants. Un enfant, si je veux, quand je veux. D'une certaine manière, on assiste là à un renversement complet de la situation, mais sans doute, et il faut quand même l'avoir en tête, que c'est assez traumatisant pour les jeunes filles. Avant, elles devaient absolument se taire, dorénavant, elles doivent tous dire. Il est de bon ton de parler de sa sexualité, de son plaisir, on doit maîtriser sa sexualité. Avoir des relations sexuelles ne pose plus de soucis, de manière générale, on va dire, quand on a 16, 17, 18 ans. 19 ans. En revanche, être enceinte mineure est signe de marginalité. Alors là, pour le coup, ça se transforme, c'est perçu comme un passage à l'acte. La morale sexuelle est diamétralement opposée à celle du 19e siècle, mais elle est toujours présente. À l'éducation surveillée, les nouvelles conceptions autour de cette sexualité des adolescentes sont finalement très peu pensées. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui sont totalement non mixtes. Du jour au lendemain, ces établissements deviennent mixtes, avec très peu de réflexion autour de cette mixité, puisque, en fait, il y a un tel décalage entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans les institutions qu'il est difficile de résister à la non-mixité, mais en même temps, on ne la réfléchit pas. D'une certaine manière, les équipes pédagogiques vont nier les différences sexuelles. On va réorganiser les foyers, bien sûr. On va séparer les chambres des filles et des garçons. On va avoir l'étage des filles, par exemple, et l'étage des garçons. On met comme réflexion autour de la différence des sexes, c'est un peu court, vous l'avouerez, et le processus se fait quasiment de manière inconsciente, comme si mixité voulait dire la fin de la différence des sexes et du genre, comme si les problématiques entre les filles et les garçons devenaient totalement du jour au lendemain identiques. C'est dans ce contexte, au cœur des années 1980, que des lieux vont penser à la spécificité des jeunes filles dans des espaces d'éducation et de santé. Il s'agit de permettre aux filles de ne plus être dans un corps à corps permanent, mais ce corps à corps se traduit très régulièrement pour les jeunes filles, et ça aussi on pourra en discuter, par des automutilations, du suicide, des grossesses précoces, des maladies à répétition. Le corps est tellement central dans la question des filles que du coup le corps devient symptôme, et on va essayer dans ces espaces, comme par exemple Espace Vie Adolescence, Eva en Seine-Saint-Denis, de faire en sorte que ce corps ne soit ni coupable ni victime, mais symptômes à écouter et à comprendre. Il faut
noter que ces structures innovantes voient le jour au moment où l'éducation surveillée est en plein renouveau, où il semble que toutes les innovations sont permises et soutenues. Et c'est aussi un moment, hein, le cœur la fin des 30 Glorieuses, on ne sait pas que c'est la fin des 30 Glorieuses, donc c'est un moment où la France a moins peur de sa jeunesse. Voilà, je suis historienne, donc je vais m'arrêter à ces années 80. Je vais conclure en 3 mots. Comme vous l'avez vu tout de même, l'histoire des jeunes filles déviantes et délinquantes est assez linéaire. On retrouve régulièrement l'idée que les filles ont une tendance naturelle au vice et à la sexualité débridée. Pour leur bien, mais aussi un peu pour le bien de la société, il est indispensable de les protéger, voire de les enfermer si c'est comme ça que doit se faire leur protection. Des abus sont certes à regretter, on tente de les éviter, mais les filles sont des filles, hein, et il ne s'agit de ne pas lever la garde trop rapidement. Et même quand réellement l'égalité filles-garçons est actée, le corps des demoiselles reste au cœur des préoccupations éducatives. L'histoire des mauvaises filles est donc une histoire extrêmement marquée par l'image et la place des femmes dans la société française du 19e et du 20e siècle, voire du 21e siècle. Il me semble qu'il est important de l'avoir en tête encore aujourd'hui. Merci.